Industrial Nation, vous êtes sur Industrial Growth, le seul podcast, enfin je dis le seul, j'en sais rien, hein, mais ça fait bien de dire ça. Vous êtes sur le seul podcast dédié à la croissance des entreprises industrielles. On parle ici de tout ce qui peut aider les boîtes industrielles à grandir, à aller chercher du business, à être plus efficientes et à gagner la bataille des années à venir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Barou de la société Banks. Alexandre, bienvenue. Ah, merci, salut Karim, c'est un plaisir d'être là. Bon, c'est pas la première fois que, que Ouais, je t'invite, hein. Tu as eu d'autres vies avant. Alexandre, je te laisse te présenter peut-être et nous parler un petit peu aussi de Banks et de la genèse de Banks. Mais déjà te présenter, qui es-tu? ouais, très rapidement, donc Alexandre Darroux, je suis cofondateur et CEO d'une petite startup qui s'appelle Bonks, où on fait un ERP spécialisé manufacturing, donc on s'occupe vraiment des besoins des industriels. Et avant ça, j'ai eu 3-4 ans dans l'industrie, puisque dans le logiciel pour l'industrie, puisque je bossais Mhm. chez OSS Ventures, qui est le startup studio majeur en Europe, on peut dire maintenant, sur le sujet des opérations, donc tout ce qui est investissement dans les startups. Et création de start-up à destination de l'industrie, de la supply chain ou de la construction. Et donc j'ai bossé sur différents sujets industriels liés au MES, donc tout l'aspect données de prod, à l'orchestration des automates en usine, sur la baume, la bill of material, la nomenclature, et puis le sujet ERP, et quelques autres aussi. Et voilà, et puis de fil en aiguille, j'ai fini par monter une boîte avec un gars qui s'appelle Rémi Belge, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qu'on salue, qui est plutôt sur la partie technique et moi sur la partie plutôt commerciale, stratégie, etc. Ok. Juste avant qu'on parle un peu de Banks, qu'est-ce qui t'a amené à l'industrie? À quel moment tu t'es dit, toi, à titre perso, bon, je ne vais pas te faire l'offense de demander ton âge, mais tu es jeune. On nous Je suis dit que jeune, je les suis gens de la jeune. tech, les gens de la tech en fait, les jeunes ne sont pas forcément attirés par l'industrie. Qu'est-ce qui t'a amené à un moment donné à te dire, bon, déjà l'aventure chez OSS Venture, et ensuite le fait de prendre une direction comme ça, de monter une boîte sur un sujet plus qui n'est pas facile. Qu'est-ce qui t'a attiré dans l'industrie? Ouais, en fait, je pense que déjà je fais partie de cette génération qui a été pas mal marquée par tout le sujet de la réindustrialisation. C'est-à-dire qu'on est, je pense qu'à partir quand on a 18 ans, on a un cerveau assez malléable et donc quand on a des nouvelles voies sur la réindustrialisation, on pense que c'est possible, plus que certaines personnes qui ont vu la France se désindustrialiser et du coup qui peuvent être fatalistes. Donc pas mal embarqué par la thèse de la réindustrialisation. J'ai toujours voulu être entrepreneur. C'est vrai que quand on est jeune en Europe, monter une boîte de tech, c'est plutôt l'évidence quand on veut être entrepreneur. Et donc, OSS a été ma première vraie expérience en sortant d'études. Et donc OSS Ventures. Et c'est vrai que ça combine parfaitement ces deux choses-là, puisque c'est un startup studio qui fait des boîtes de tech pour l'industrie. Et pourquoi j'ai choisi OSS à l'époque, je pense que tu connais pas mal les personnes de chez Mhm. OSS, j'imagine. Et j'ai fait 3 entretiens avec 3 personnes plus brillantes les unes que les autres. Et je me suis dit, j'ai envie de bosser avec ces gens-là. Et c'est comme ça que je suis arrivé chez OSS, dans le grand bain de l'industrie. Et puis après, j'ai pu quitter, puisque à la fois, c'est un monde passionnant parce que c'est des gens qui produisent à peu près tous les produits qu'on utilise au quotidien. Et c'est quand même assez marrant de voir ce monde de l'intérieur. Et puis, c'est un monde où il y a énormément d'opportunités. Les jeunes se rendent pas forcément compte s'ils n'ont pas vu, mais il y a énormément d'opportunités, tout simplement parce que c'est des boîtes qui n'ont pas forcément été très touchées par le software, moins que d'autres, que le e-commerce, par exemple. Et donc, il y a plein de choses à faire. C'était donc, du coup, c'est un choix un peu stratégique en début de carrière, quoi. Ok. Attends, alors je vérifie juste un petit truc parce que j'ai l'impression qu'on a un petit souci technique. J'ai l'impression que c'est qu'on n'est pas vraiment en live. Est-ce que ça marche bien? Oui, si ça a l'air d'aller. Ouais, j'ai l'impression qu'on a un petit souci technique Bon, on va continuer l'enregistrement et puis on verra. Donc, l'aventure OSS Ventures, tu rejoins ensuite, tu montes Banks. Pourquoi le sujet ERP? Le sujet ERP, c'est quand même pas un sujet, on va dire, des plus faciles. Qu'est-ce qui, à un moment donné, te fait dire, bon, je monte un business dans le secteur des ERP? Moi, c'est une question que je me suis posée. Tu vois, on est dans le CRM, on travaille sur le market. Je me suis souvent posé la question de me dire, est-ce que ça serait intéressant d'aller acheter une boîte qui fait de l'intégration ERP? Je m'en suis bien gardé. Qu'est-ce qui t'amène sur ce sujet aussi compliqué? Ouais, en fait, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que pour avoir parlé à, je pense, au final, 400 ou 500 industriels durant mon parcours chez OSS,
il y avait quand même un point commun et un fil conducteur, c'est que la plupart des problèmes qu'on essayait de résoudre, ils étaient liés plus ou moins loin à l'ERP. Et donc, j'avais, à travers ces conversations, compris qu'il y avait un sujet sur l'ERP qui est plus ou moins profond en fonction des boîtes. Et en cherchant le truc, on se rend compte qu'en fait, c'est les ERP en général pour les ETI, mais même les grosses PME et les très grosses boîtes, en général, sont conçus surtout pour l'aspect financier. Et en fait, derrière, ils vont chercher à collecter de la data partout dans l'entreprise, mais au final avec beaucoup de rigidité sur les opérations. Et le problème, c'est que les opérations d'une boîte à l'autre, ça change énormément, là où la compta change pas forcément beaucoup plus. Et donc c'est là où était vraiment le problème. Et donc je me suis toujours dit, et même il y a des clients d'OSS à l'époque qui nous disaient quand est-ce qu'OSS crée un ERP. Donc on avait aussi des demandes très directes de clients de boîtes d'OSS. Donc ça c'est un peu pour moi le truc où je me suis dit il faut faire quelque chose. Je savais pas quand c'était, mais il fallait le faire. Et puis aux côtés de mon cofondateur Rémi, lui il a monté deux ERP à partir de zéro dans les boîtes précédentes dans lesquelles il bossait. Donc il a vu le truc de je fais un cahier des charges, je cherche l'ERP qui va bien pour mon entreprise et je trouve rien. Et donc il a vu je pense 25-30 softwares différents sur chacune des boîtes. Et donc, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de software qui répondait parfaitement au sujet. Et donc, il a créé à partir de zéro, codé à partir de zéro ces ERP, qui sont encore utilisés d'ailleurs dans ces boîtes-là. Et donc, il s'est dit, bah, au lieu de refaire à chaque fois un ERP sur mesure pour la boîte dans laquelle je bosse, pourquoi pas créer le logiciel qui permet d'adapter l'ERP Ouais, je et comprends. surtout de donner la main aux opérationnels pour personnaliser leur environnement, leur ERP à leurs opérations. C'est vraiment la jeunesse du projet, quoi. Peut-être qu'avant qu'on rentre dans le vif du sujet et se dire, bah, est-ce qu'il y a une autre voie possible sur le déploiement de l'ERP, est-ce qu'on peut définir ce que c'est qu'un ERP? Parce que moi, dans les boîtes dans lesquelles j'ai pu intervenir, je vois que l'ERP peut couvrir des fonctionnalités ou des fonctions très très larges, hein. Ouais. Et il y en a certains qui parlent de l'ERP pour leur partie compta, la finance, la facturation, le devisage, le stock. Enfin, les fonctionnalités sont nombreuses. Donc, c'est quoi le périmètre fonctionnel d'un ERP, on va dire classique ou normal, aujourd'hui dans une boîte Indus? En fait, la raison pour laquelle il y a une confusion sur le RP aujourd'hui, c'est parce que historiquement, le RP faisait tout dans la gestion d'une boîte industrielle. Donc historiquement, tu avais dans les années 80, quand les ERP sont créés, donc les premiers ERP, c'est années 70, 60-70, où c'est en fait le MRP, c'est ce qui te permet de Hmm. savoir combien tu planifies, faire ton calcul des besoins nets. C'était les trucs très sur mesure, c'était IBM qui faisait ça. Tu as ensuite eu une vague, la vague SAP, où tu as eu vraiment la création du scope fonctionnel de l'ERP. Et le scope fonctionnel de l'ERP, c'était quatre grandes fonctions. La fonction RH, donc comment est-ce que donc ma liste d'employés, tu vois, la planification de mes équipes humaines, tout ce qui est lié vraiment à, tu vois, même la fiche de paye, etc. Tout ça, c'était la partie RH de l'ERP. Tu as eu la partie CRM, où en fait, à l'époque, les ERP faisaient aussi très souvent la partie CRM. La partie financière, sur laquelle, peut-être aujourd'hui, je pense que c'est ce qui résonne le plus en termes de ERP, Mhm. c'est cette partie cash flow, facturation, accounting. Ouais, donc ça, c'est le truc un peu classique de à quoi on pense quand on pense à l'ERP. Puis la dernière partie, c'est la partie opération qui va changer d'un secteur à l'autre. C'est-à-dire que si on est dans le manufacturing, bah, c'est beaucoup l'aspect stock, planification, gestion de mon process de prod, etc. Mais dans d'autres secteurs, ce sera d'autres choses. Donc il y a un peu ces quatre grands domaines-là, donc RH, CRM, finance, opération. Aujourd'hui, tu as le CRM qui a beaucoup été pris par des CRM, donc Salesforce, HubSpot, etc. La partie RH dans les grandes boîtes, c'est Workday qui est une boîte énorme et qui a fait des choses incroyables sur la partie RH et qui a pris des grosses parts de marché aux ERP classiques. Il reste encore la finance et les opérations en général laissées aux ERP traditionnels. Et donc, ce que dit Bong, c'est qu'en fait, ces deux choses-là sont aussi amenées à être séparées, puisqu'en fait, les opérations, par exemple, vont changer beaucoup plus d'une boîte à l'autre que comment tu fais ta compta. Du coup, tu as besoin de solutions dédiées aux Mhm. opérations, qui aient de la profondeur fonctionnelle et qui soient capables d'adresser les défis industriels des boîtes industrielles. Et c'est là où Monks intervient, mais c'est là où en tout cas il y a de la place pour un nouveau type de solution. Et pour ceux qui sont intéressés par les philosophies informatiques, c'est une philosophie qui s'appelle Best of Breed, où en C'est fait ce que on j'allais dit bah, dire. on va choisir les meilleurs logiciels sur chaque catégorie. Et en fait, ça te permet d'avoir le meilleur de chacun des mondes, avoir tu vois, le bon logiciel sur le CRM, le bon logiciel sur ta facturation, sur la finance, et le bon logiciel sur la partie opération. Versus la plateforme qui fait tout. Tu parlais des SAP tout à l'heure. Alors, on ne va pas dire du mal des SAP, ils font aussi des choses intéressantes, mais enfin, de la plateforme qui cherchait à tout faire, mais qui forcément ne pouvait pas le faire de manière exhaustive, quoi.
Exactement, exactement. Et en fait, comme tu l'as dit, c'est pas une question de dire du mal ou du bien, parce que ces solutions, en fait, elles ont amené des choses, c'était révolutionnaire Mm. quand elles sont arrivées, donc et elles continuent d'apporter des choses intéressantes. La question, c'est à quoi ressemblera le RP dans 10 ans et quelles sont les solutions qui auront la capacité de s'adapter à cette nouvelle Ouais. architecture où en fait, tu as des solutions qui sont beaucoup plus facilement connectables, où tu vas avoir un common data model qui va te permettre de bien connecter tes objets de données dans l'usine, etc. Et en fait, il y aura plus ce problème de tu as besoin d'avoir un seul logiciel pour tout faire, puisqu'on aura du bon, on aura bien nommé les data, tu auras bien fait la bonne structure de data, etc. Et donc, ça laisse, c'est ce qu'on voit en tout cas sur les 5-10 prochaines années, c'est qu'il y a une ouverture sur la création de nouvelles solutions métiers de RP plus dédiées aux opérations. Ouais, en plus, ce que tu dis, c'est super important parce que la data, enfin, au lieu d'essayer d'unifier l'outil ou d'avoir un seul outil unique, on essaye d'avoir une data unifiée avec une qualité de la data centralisée dans, je sais pas, un data warehouse ou ce qu'on veut, mais en tout cas une donnée de qualité et après avoir toutes ces applications métiers avec une profondeur fonctionnelle beaucoup plus poussée, avec plus de facilité d'utilisation, des applis qui se parlent entre elles. Et on arrive à aller justement taper dans cette donnée, l'alimenter, la récupérer, la recycler plutôt que d'essayer d'avoir le mouton à 5 pattes qui va tout faire et pour lesquels en plus on se retrouve de toute façon, et ça va être ma question suivante, dans le déploiement de RP en général, en général dans les boîtes Indus que j'ai connues qui en sont encore à déployer un ERP ou une nouvelle version de l'ERP, c'est pas une sinécure, quoi. On est plutôt un peu en mode, voilà, on sait qu'on va partir dans un tunnel là pendant 1, 2, 3 ans, parfois plus, avec des montants qui peuvent être importants. Qu'est-ce qui est cassé? Qu'est-ce qui ne marche pas aujourd'hui avec la façon dont on déploie les projets ERP dans les boîtes, d'après toi? Parce que c'est aussi un peu la raison pour laquelle Ouais. Banks existe aujourd'hui. Oui, exactement. Alors, dans ta question, déjà dans le projet ERP, il y a deux mots. Il y a projet, il y a ERP. La Mm. partie projet, il y a des choses qui sont inhérentes à tous les projets business, qui sont des impondérables humains et organisationnels, qui sont pas forcément liés à l'ERP. Et donc ça, dans toutes les boîtes, si t'es pas organisé, si ton vendeur te vend la lune et finalement est pas organisé non plus, bah, ça va être compliqué. Si toi en interne, t'as pas des champions tu as des champions locaux pour déployer ta solution et des experts métiers. Tu as un champion qui soit un expert métier, qui soit capable de faire avancer le projet, ça va être compliqué aussi. Donc ça, c'est la partie projet et j'ai envie de dire, c'est du project management et il y a plein de problèmes liés à ça. Donc c'est toujours un sujet et il faut pas penser que c'est toujours le problème de la solution. Après, tu as un problème unique à l'ERP qui est que comme c'est les solutions qui ont cherché à tout faire et surtout qui doivent résoudre des problèmes tellement spécifiques au métier et qui sont à la fois tellement rigides, et bah, tu as tout un paquet de problèmes qui sont liés, qui sont engendrés par ça. Et la raison pour laquelle les ERP sont connus pour générer des projets impossibles, etc. Et puis tu as toutes les anecdotes d'horreur Mm. qui tombent dans la presse de Lidl qui finit par dépenser des Des centaines de millions, millions ouais. d'euros dans son ERP et ça finit par cracher. Toutes ces histoires je crois que la stat, c'est à 85% des projets ERP qui n'ont pas de ROI et tu as 40 à 50% de ratés. Donc, c'est-à-dire, je commence un déploiement et ça foire et ça va Je pas jusqu'au bout. l'arrête ou je suis pas content du truc, quoi. Ouais. Ouais, exactement. Et nous, on avait même des boîtes quand on a commencé Bon, ce qu'ils me disaient, c'était l'histoire, j'ai racheté une entreprise, enfin, l'ancien propriétaire de ma boîte, il avait racheté la boîte, il avait essayé de mettre un ERP, Il a coulé. un vieil ERP truc, et la Il boîte a a fait fait- faillite. la boîte a fait faillite J'ai- parce que ça a La boîte bloqué a fait le, faillite. le fonctionnement de la boîte. Ouais. J'ai racheté la boîte pour un euro symbolique, machin. Donc c'est les vraies histoires et ça existe vraiment. Et en fait, la raison technique, tech pour laquelle ça arrive, c'est que les ERP ont été codés en dur et sont rentrés dans un modèle qu'on appelle le modèle du développement spécifique et de Mhm. l'intégration. Où en fait, tu vas voir une boîte industrielle, tu dis voilà, ça c'est mon socle ERP classique, tu le prends ou tu le prends pas. Et si tu le prends pas, bah, sache qu'on va te facturer tant et ça va être des intégrations qui vont durer tant de temps, qui vont être Et très très chères. souvent, il y Et a de toute surtout, façon besoin, le socle classique ne convient pas parce que c'est ce que tu disais, le métier va être tellement exactement, spécifique à la verticale en question qu'on va devoir faire du sur-mesure, quoi. exactement, exactement. Et c'est pour ça que en fait, le RP est devenu très rapidement un modèle de service où en fait c'est beaucoup, beaucoup d'intégration et très peu de software au final. Mm. Enfin, en tout cas, très peu de software comme on l'entend aujourd'hui de tout le monde du SaaS, des startups, des softwares personnalisables, etc. Et voilà, voilà. Le problème de ça, c'est que tu es une boîte industrielle, tu fais ton cahier des charges à un instant T, et imaginons que tu aies ne serait-ce que 30% de croissance annuelle, et tu fais ton cahier des charges, tu implémentes ton ERP, etc. Tu mets Mm. 100 à 200 cas de développement spécifique. En fait, dans 3 ans, la probabilité que ton cahier des charges du début Soit soit caduque. le même,
Ouais. elle est quasiment Ouais, ouais. zéro. Ouais, le Et du cahier, coup, il bah, fait plus, quoi. Mmh. tu sais que ton ERP va être obsolète. Et encore une fois, c'est pas une question de est-ce que ces solutions sont c'est bien, pas bien, ou etc. C'est juste une question de temps, en fait. Bah, à l'époque, c'était ce qu'il y avait de mieux. Je pense que tu vas avoir l'arrivée de beaucoup de solutions qui vont permettre aux gens du terrain, aux opérationnels, à un directeur industriel, à un directeur de production, de pouvoir prendre en main le RP et de personnaliser ses process sans avoir besoin de faire appel aux consultants ERP. En Mmh. tout cas, ce modèle va s'inverser, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup plus de software, beaucoup plus de facilité d'utilisation et beaucoup moins de développement Ouais. spécifique. C'est ce que tu Voilà. dis, on a autour des ERP un peu traditionnels, on a développé enfin, il y a beaucoup de boîtes qui ont grandi là-dessus, des boîtes de services, des ESN qui font du placement de spécialistes de MS ou de SAP avec le propre langage. En plus, ils ont un langage informatique propre, hein, donc tu vas aller chercher des consultants très spécialisés qui coûtent très cher en plus, très souvent, et qui sont difficiles à trouver. Donc effectivement, le modèle a donné à bouffer quand même à pas, à pas mal de Ouais. monde. Il Et en continue à fait, donner à bouffer à du monde. Ouais. et moi, ce que je vois, c'est que t'as des intégrateurs qui sont super, quoi, qui font du Mm. super boulot. Et moi, j'ai des clients qui me disent, bah, moi, j'adore Bonks, mais en fait, il faut que vous bossiez avec mon intégrateur parce que j'adore mon intégrateur, je lui fais confiance, etc. Mais en revanche, tu as aussi le pendant négatif de ça, c'est que tu vas aussi avoir des boîtes qui se font loquer Mm. par le modèle de l'intégration, ou c'est pas forcément les intégrateurs, ça peut être la La boîte en tant que solution telle elle-même, ouais. qui a Ouais, son ouais, armée de consultants, ouais, où en fait, c'est une boîte noire sur laquelle tu peux rien modifier. Et en fait, tu es ultra, ultra, ultra dépendant de quelqu'un qui n'est ouais, pas ça dans on ton a entreprise, alors que tout ton business repose sur cette solution. Alors que le RP, c'est quand même la colonne vertébrale de la boîte dans la plupart des cas. En tout cas, dans une boîte Indus, si ça gère la production, la supply chain, c'est à minima, c'est la colonne vertébrale. Ouais. Euh, Exactement. Quels sont les conseils? Bon, là, nous, on est sur un podcast qui s'adresse quand même plutôt à des, on va dire, à des PME, petites PME, grosses PME, jusqu'à l'ETI. Donc, je ne vais pas m'aventurer sur le terrain des grands comptes qui vont forcément peut-être une autre approche, une autre philosophie, mais sur une PME, Indus, qui veut s'équiper, qui veut remplacer son CRM. Pour toi, c'est quoi les bonnes pratiques avant même de parler de la solution technique? C'est quoi un peu les prérequis? Quels conseils tu donnerais à une boîte, à un dirigeant qui veut lancer un projet ERP, en tout cas qui se rend compte que ce qu'il a aujourd'hui ne fait pas l'affaire? Ouais. Bon, le premier truc qui me vient en tête, c'est faire attention à pas confondre le contexte d'une PME en forte croissance et le contexte d'une boîte du CAC 40 où les process seront les mêmes dans 10 ans. Et du coup, faire attention au type de cahier des charges qu'on met en place. Parce que le cahier des charges de 80 pages à la ligne près de ce qu'il nous faut, en fait, rien qu'à la fin d'une implémentation, même Ouais. mettons que c'est une implémentation éclair et que ça dure 2 mois, en fait, c'est sûr qu'il y aura des nouveaux trucs ou des trucs en moins. Et donc le faire, je pense que c'est pas la bonne approche. La bonne approche, c'est justement d'aller chercher un outil qui est capable de s'adapter et de se dire, OK, on va se dire le périmètre fonctionnel qu'on veut adresser. Est-ce qu'on veut résoudre des problèmes supply et surtout s'aligner sur des problèmes business? C'est-à-dire, c'est quoi les Mm. problèmes business qu'on veut résoudre avec ce truc-là? Entrer dans un certain niveau de granularité, mais en n'étant pas naïf sur le fait que bah, c'est pas à la feature près qu'on va être capable de dire il faut que cette solution elle fasse ce truc. Et puis derrière, trouver le logiciel qui permet la bonne expérience utilisateur et sur lequel on est confiant que dans 5 ans, c'est encore la bonne solution et qu'on n'aura pas besoin de re-rentrer dans le process dans 3 4 ans, quoi. Et Ça, c'est le. quand tu parles d'expérience utilisateur, bon, moi ça me fait penser à des personnes que j'ai reçues ici, donc Henri Jacques de chez Poquelin qui gère des projets IT, alors pas sur des ERP, Ouais, bien sur sûr, je d'autres connais sujets. bien Rija, ouais. Tu Enfin, je connais connais Rija. Rija, ouais. Et une chose qu'il disait, il parle de bottom-up, quoi. Il dit toujours partez de l'atelier, partez de la base, partez des besoins des utilisateurs. Sur un périmètre fonctionnel effectivement peut-être plus restreint, plutôt que d'aller effectivement pondre un cahier des charges qui souvent est pendu par l'IT. Sans dénigrer le travail que font les gens de l'IT, mais souvent ils vont aller prendre le bâton de pèlerin, aller rencontrer les services, recueillir les besoins. Rien que là, tu passes déjà 4 à 5 mois, si c'est pas plus, de Ouais, recueil de besoins, hein. On le voit, hein. D'ailleurs, on a des cas bien sûr. ensemble de prospects communs où on est en attente Et, depuis des mois qu'on ait un cahier des charges, ah quoi. ouais. Et tu vois, et Rija, il fait un travail incroyable. Et moi, je l'ai rencontré pour être allé visiter Poquelin sur site. Et vraiment, il fait le très bon lien entre le terrain et l'IT. Et en revanche, c'est pas le cas dans toutes les boîtes. Moi, je te dis, j'ai réussi des cahiers des charges de sociétés qui sont quand même des sociétés assez structurées, puisqu'elles font entre 20 et 200 millions de chiffre d'affaires. Le truc, ça fait, bon, déjà, c'est très long, mais surtout, il y a un nombre de détails de features où ils nous demandent de valider qu'on est capable de faire le truc, où on se rend compte en parlant aux gens du terrain
que c'est absolument pas ce dont ils ont besoin. Donc j'ai reçu un cahier des charges où tu avais les RH, le tax management, le counting, le truc. Et puis quand tu parles aux gens, ils te disent ah bah non mais moi sur mon site j'ai une solution financière qui fait très bien l'affaire. En plus Ouais, c'était du multisite international. Donc si tu veux tu te retrouves donc localement ils ont une solution de counting de comptabilité qui est locale. Et en fait ce dont ils avaient besoin c'était juste de la solution opération. Et le problème, c'est que bah, en fait, le process prend 4 mois, 5 mois, parce ouais. que il faut remplir le cahier des charges, alors qu'en fait, et surtout, tout ça pour se rendre compte que le besoin n'est pas adressé et qu'on ne répond pas aux vrais besoins du terrain. Et ça, tu as raison, c'est un énorme sujet dans les boîtes industrielles, quoi. Bah, 4-5 mois de cahier des charges, si c'est pas plus. Hein. Moi, j'ai même vu, on peut parler en années hein, parfois. Hein. J'ai récupéré des dossiers où là, ils avaient lancé un cahier des charges il y a 3 ans, et puis le cahier des charges, ça y est, on a le cahier des charges. Puis après, tu pars dans la sélection de la solution. Et puis, comme tu dis, en gros, on a un espèce de tableau Excel où on doit cocher des cases. Est-ce que c'est du standard ou du sur-mesure? Et puis derrière, on a l'analyse Exactement. financière, en fait, hein, typiquement le cahier des charges avec le tableau Excel dans lequel tu dois mettre tes prix. Et c'est vrai que moi, je suis toujours mal à l'aise avec ça, à tel point que je réponds plus à ce genre de consultation, parce que tu peux pas prendre un projet aussi structurant qu'un projet ERP ou CRM par la lorgnette des fonctionnalités du logiciel, quoi, et de comparer les logiciels par fonctionnalité. Je pense qu'il Ouais, y a une approche qui doit être complètement différente là. et puis je trouve que ça montre une forme enfin, soit de pas avoir envie de prendre les apports du logiciel, soit de pas Mm. être, enfin, toi, de pas être ouvert ou d'être sur la défensive par rapport à ça, parce qu'en réalité, un expert CRM, enfin, tu vois, un gars de chez HubSpot, un mec qui a codé HubSpot, je suis sûr qu'il Mm. connaît beaucoup mieux le fonctionnement typique d'une organisation commerciale que Ouais, l'IT que de l'IT, cette boîte industrielle. Et on est bien d'accord. respectivement, Ouais, voilà, respectivement pour le RP, c'est pareil. Ouais. et respectivement, nos équipes techniques, elles passent leur journée à résoudre des problèmes de supply chain et de Mm. prod pour les industriels. Et donc, évidemment, on a une petite idée de quand on parle à des gens terrain de comment faire pour résoudre Ouais. leurs problèmes. Et donc, répondre au cahier des charges, en fait, c'est juste des lignes sur un Excel et c'est pas résoudre les problèmes. Ouais, puis on se cache derrière ça pour avoir une forme d'objectivité. J'ai posté un truc il y a quelques jours là-dessus. Enfin, on n'a pas de raison d'avoir de l'objectivité. On peut être aussi très subjectif dans le choix de solution et identifier une solution qui va nous plaire ou qui va plaire au terrain, qui va être beaucoup plus avec qui on peut avoir aussi un feeling. C'est quand même une solution que tu vas utiliser quasiment tous les jours, sur lesquelles tes équipes vont bosser. Si le truc déjà est pas, est pas très sexy et que tu n'as pas envie de te brancher dessus ou que ça prend 10 minutes pour accéder au VPN et avoir le RP qui apparaît, on est déjà mal barré dans le déploiement de la solution, quoi. Exactement. Merci en tout cas pour ça. Bon, le cahier des charges, pas forcément la bonne solution. Donc, on part du terrain. Ça serait quoi la méthode, toi? Enfin, sans rentrer Ouais, dans le choix de la solution technique, mais ça veut dire quoi? Je fais un groupe de travail, je consulte mes je pense que utilisateurs. la Comment je méthode construis ça? je pense que dans une PME, jusqu'à 100 personnes, faut l'implication, je vais trouver mon mot, l'implication de au moins deux personnes qui sont le PDG et Ouais, la personne responsable des opérations. Pourquoi? Parce que en fait, la probabilité que le PDG comprenne les enjeux business mieux que personne, bah, elle est de 100% parce qu'en fait, c'est la personne qui lead le business et qui fait le lien en général. Si c'est de mm, l'expansion commerciale, et bah, c'est de l'expansion commerciale avec l'industrie. Et le responsable opérationnel parce que, et donc c'est parfois c'est un directeur de production, directeur des opérations, directeur industriel, etc. Parce que bah, c'est la personne qui va être capable de comprendre les enjeux terrain et qu'est-ce qu'il faut résoudre d'un point de vue supply chain production donc pour moi c'est les deux premières personnes à avoir dans la salle et puis derrière c'est comprendre se mettre d'accord sur les objectifs business, donc qu'est-ce qu'on veut résoudre, et puis derrière faire le lien entre les objectifs business, les objectifs industriels, donc tu mm, vois, là, c'est des indicateurs que connaissent bien les directeurs industriels, le taux de service, le temps de passage, l'efficience, etc. Et puis derrière, aller regarder si la solution qu'on regarde est capable de résoudre nos problèmes métiers. Et ouais, si, en général, la solution est capable de résoudre les problèmes métiers avec la bonne expérience utilisateur et que du coup, il y a beaucoup d'adoption sur le terrain, bah, en général, les problèmes opérationnels sont résolus. Et ouais. derrière, on est capable de On résoudre est les problèmes capable de business résoudre. et de se concentrer sur les Ouais. problèmes business. Donc, c'est vraiment cet aller-retour qu'il faut faire. Ouais, pardon, vas-y, je t'en prie. Non, non, mais j'allais dire, oui, en fait, on oublie les métriques de base, quoi. C'est-à-dire qu'on lance des projets ERP pour lancer le projet ERP parce qu'on se dit on n'a pas de ERP ou le ERP actuel, pour X raison, il ne nous satisfait plus. Et on oublie ces métriques que tu viens de citer. On met en place ces outils-là, c'est pour gagner de la productivité, améliorer le taux de service, améliorer les marges, améliorer les délais de réponse aux clients. En fait, tout ça, c'est des choses qui doivent avoir un impact à un moment donné sur le business. Et c'est vrai, on se rend souvent compte finalement, on ne le mesure pas, quoi. On déploie le RP, ça dure 3 ans, 2 ans, 1 an, ça dépend de la rapidité de Ouais, déploiement. Et c'est assez rare finalement qu'on
qu'on soit en mesure de mesurer, d'avoir cet impact. Je parlais avec un éditeur de RP dans le bâtiment, pour le coup, là, c'est ce qu'il m'expliquait. Il me disait que sur le déploiement de son ERP, il a mesuré chez ses clients, c'est un truc très spécifique hein, dans un secteur, il a estimé à 5% le gain, rien que sur la partie achat, parce qu'ils ont intégré l'achat des fournitures là-dedans. Et il me disait que les acheteurs avec qui il a bossé avec le déploiement de sa solution, c'était au moins 5% de gain sur des millions d'euros. Ça fait vite des sommes qui sont très importantes. Mais on le fait assez rarement, ce travail-là, finalement, de Bah, bien sûr, mesurer l'impact business, quoi. bien sûr, et c'est hyper important. Et au final, c'est plus simple que ce qu'on pense. C'est-à-dire que je pense qu'avec, tu vois, une journée de travail, une équipe de direction peut arriver à 80% des apports business qu'ils peuvent dégager d'une solution ERP opération, tu vois, quelle que soit la solution d'ailleurs, que ce soit en CRM ou autre. Et après, évidemment, si les personnes veulent rentrer dans le détail de ligne par ligne, combien de temps ça fait gagner, du coup, combien d'euros, etc., c'est un travail qui est intéressant aussi. Mais je pense que les 80%, en fait, c'est là, il faut réfléchir 80-20. Ouais, Et en une journée, je pense qu'une PME, tu vois, de travail concentré peut arriver. Tu vois, je à pourrais faire identifier les. l'exercice, Ouais. moi, sur Bonks. Donc voilà, et c'est un travail qui est assez rarement fait. Moi, j'arrive très souvent dans des calls clients où je leur demande, bon, si on bosse ensemble, c'est pour résoudre quel problème? C'est-à-dire, Ouais. fondamentalement, moi, je vais vous accompagner Et ils sur sont quoi? pas capables Euh, de te donner le problème et précis, en ouais, fait. et ouais, Ouais. et en fait, c'est quoi vos objectifs sur les 2 prochaines années? Moi, si on bosse ensemble, je veux qu'on les atteigne ensemble. C'est-à-dire, je veux vous Mm. aider, parce que derrière, sinon, vous allez me dire c'est trop cher. Ouais. Et dans 2 ans, vous allez revenir me voir et dire, ah, mais c'est trop cher, je comprends pas. Bah ouais, mais moi, je suis là pour vous aider à résoudre des problèmes assez fondamentaux. Et le but, c'est que ça vous apporte 10 fois plus, 20 fois plus que ce qu'on vous fait payer, quoi. Donc, en termes de méthode, bon, déjà, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. En fait, tu l'as pas dit comme ça, mais je l'interprète de cette manière. Le sponsorship de la direction, il est quand même vital. C'est-à-dire si ça vient pas d'en haut, on déploie pas, on se lance pas dans un projet CRM. Identifier les métriques business qui nous permettent de mesurer l'impact que ça va avoir sur le business, quoi, hein, sur la rentabilité, sur les marges, sur la productivité, etc. Et puis démarrer en se focalisant plutôt sur la résolution de problèmes. Donc ça veut dire en amont avoir commencé, ou alors on peut s'appuyer sur l'intégrateur ERP. Je pense que c'est là que l'intégrateur ERP peut potentiellement avoir un rôle à jouer beaucoup plus que simplement paramétrer des logiciels. C'est faire ce Ouais, travail d'identifier les vrais problèmes qu'on cherche à résoudre pour qu'on puisse se ouais. Et concentrer après, sur ça, quoi. en fait, une fois que tu as défini les problèmes que tu voulais résoudre et que tu as compris sur quel domaine et quel était le bon logiciel a priori pour le faire, il y a une question de priorisation. Mm. C'est-à-dire qu'au lieu de faire le modèle classique de l'ERP, c'est une des raisons pour lesquelles, tu sais, on parlait de la partie projet versus logiciel. Donc sur la Mm. partie projet, ce qui rate en général, c'est le cycle en V. Le cycle en V, c'est tu dis en fait, comme tu as fait ton cahier des charges où il y a 90 lignes ou 900 lignes de fonctionnalités, bah forcément tu veux faire ton cycle en V où tu dis ok, le 22 juin, on aura fait les 22 premières, etc. Ouais. Alors qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire plutôt que d'aller sur un cycle en V, de faire des cycles d'itération, de se dire on passe pas le premier cycle d'itération tant qu'on n'a pas validé certains indicateurs. Et du coup, on se fait 3 boucles ou 4 boucles d'itération. Et à la fin de ces itérations, on sait qu'on a Ouais. apporté, on a mis la solution qui apporte 80% ou 90% de la valeur. Et derrière, c'est une question d'option où en fait, je vais être capable, il faut vraiment raisonner optionnalité dans l'architecture IT, de se dire, OK, j'ai mis la solution qui me résout 80% de mes problèmes. Est-ce que derrière, cette solution, elle me permet d'aller un peu plus loin si je veux, de rajouter, de connecter un software un peu plus spécialisé sur une partie Mm. de mon business, etc. Et c'est là où intervient la réflexion sur l'architecture IT, de se dire, OK, dans 5 ans, j'anticipe un peu les problèmes que je peux avoir et est-ce que cette solution, elle me permet de l'optionnalité. Et typiquement, on parlait de le best of breed tout à l'heure, bah, si je mets un ERP sur la finance aujourd'hui, est-ce que ce Mm. truc-là, je vais pouvoir le connecter à une solution opération ou à un CRM après, Dans 5 ans, ou est-ce que je ouais. suis bloqué? Ouais. Ça, c'est super important, la connectivité. Et justement, puisqu'on commence à aborder un peu la partie un peu tech, justement, qui va te plaire. Banks, la promesse, c'est quand même qu'on a affaire à un ERP no-code. Hein. Enfin, je ne dis pas de bêtises en disant ça, tu me rassures. Est-ce qu'on peut Ouais. vraiment avoir du no-code dans un truc aussi compliqué qu'un ERP? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que ça signifie d'avoir un ERP en no-code pour Ouais. l'utilisateur final ou pour le dirigeant d'une PME Indus? Bon, déjà, le no-code pour clarifier, parce que parfois, il y a plusieurs manières de concevoir le no-code. Il y a est-ce que c'est conçu en no-code? Donc, est-ce que j'ai pris une application no-code et j'ai construit un Ouais, ERP en no-code? Genre, est-ce que j'ai construit un ERP sur Airtable globalement? ouais, c'est ça. Et puis, tu as la deuxième partie qui est est-ce que j'ai construit une interface no-code et que je donne l'interface no-code à mon utilisateur? Nous, on est dans la Ok, deuxième catégorie. C'est-à-dire qu'on d'accord. a, t'as un produit qui est très complexe niveau tech pour nous. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de techno derrière Bonks qui tournent. Et d'ailleurs, on a pris les derniers trucs existants que d'ailleurs qui n'étaient pas dispo encore il y a 10 ans. Et on a donné
on donne à l'utilisateur une interface no-code, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de savoir coder, d'avoir des connaissances informatiques pour, tu vois, du truc tout con à changer la couleur d'un bouton Hmm. à créer un process complexe sur l'application de bah, j'ai un nouveau process sur un nouveau produit, je le crée à partir de zéro et je design mon flux et Bonks va automatiquement créer le bon environnement, c'est-à-dire tu vois, le bon formulaire de saisie pour l'opérateur, le bon dashboard de pilotage, etc. etc. Et c'est ça qui est tout nouveau dans Monks, c'est de permettre à des gens qui n'ont pas d'expertise IT, qui ont plutôt une expertise métier, de créer leur environnement, de créer des process à partir de zéro. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, bon, je pose la question naïvement, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça devienne le boxon, quoi, justement? Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas le bordel dans le RP si on peut facilement, parce que c'est ce que vont te dire des intégrateurs peut-être de solutions ou des éditeurs de solutions un peu plus classiques. Si on bloque pas certaines choses, est-ce qu'il n'y a pas un risque que le RP, qui est quand même encore une fois un truc super important, ne devienne pas un joyeux bazar, quoi? Oui, bien sûr. Bon, déjà, comme dans tout logiciel SaaS moderne, tu as une gestion des accès, tout le monde ne peut pas faire n'importe Ouais. quoi. Donc on va Tu as avoir en des général, administrateurs qui vont avoir le droit de exactement, toucher, quoi. C'est pas n'importe qui. nous, sur des boîtes de 20 à 60 employés, tu vois, tu en as max 2. Tu vois, D'accord. c'est très rare que tu aies plus de 2 personnes qui créent des process complexes dans Monks, Ok. dans une usine de 20 à 60 personnes. Donc, évidemment, tu as t'as ce système-là. Et puis, nous, on a construit un socle. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement un produit no-code où tu peux faire n'importe quoi et tu peux tout créer et tout et n'importe quoi. On a un vrai socle industriel qui fait que tout est fait pour être cohérent et que D'accord. Ok. quand tu crées tu vois, un dashboard sur un truc ou quand tu crées un process sur tu vois, ton microprocess que personne d'autre n'a, que tu veux absolument avoir, Hmm. que ça foute pas le bordel dans le reste. Et Ok. évidemment, c'est tout l'objet de Bonks. On est un produit qui est vraiment spécialisé pour l'industrie et qui est dédié à l'industrie. Donc, on a construit le socle qui permet la cohérence et qui évite justement ces problèmes de cohérence ou de maintenance. Donc, finalement, on rend autonome le dirigeant de la boîte Indus ou les intervenants production, enfin ceux qui sont concernés par les opérations dans la boîte industrielle, on les rend quasi autonomes sur un truc qui est quand même essentiel pour le business. Encore une fois, la colonne vertébrale du business, elle est chez eux, ils la maîtrisent, et puis éventuellement, s'ils ont besoin d'aide, ils peuvent faire appel à l'éditeur ou à un intégrateur, mais grosso modo, ils ont la maîtrise de leur plateforme et ils la font évoluer un petit peu en fonction aussi de l'évolution de la boîte. Bon, moi j'ai une dernière question avant qu'on se sépare. On parle tous d'IA en ce moment, tout le monde parle d'IA. Au-delà de l'effet buzz, parce que je pense qu'on a passé ce stade du buzzword et qu'aujourd'hui l'IA c'est quelque chose qui devient extrêmement concret dans nos quotidiens, qui va le devenir encore plus. C'est quoi votre approche chez Bonks par rapport à ça? Le RP il manipule quand même énormément de données, donc je suis sûr que vous avez déjà, il me semble même que vous avez déjà implémenté des fonctionnalités d'IA dans Bonks. Comment les technologies autour de l'IA, elles vont demain changer la façon dont on déploie, dont on utilise aujourd'hui un ERP comme le vôtre ou un autre, hein, mais comment tu vois les choses, toi, par rapport à ça? Ouais. Alors la vision actuelle, tu vois, des deux fondateurs de Monks, Rémi et moi, c'est contrairement à ce qu'on peut penser, qui peut être le truc un peu excitant, du côté investisseur, etc., et côté tous les gens qui s'intéressent aux LLM. Donc les Mhm. LLM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les Large Language Models, c'est ChatGPT, c'est ce qui vous permet de générer du texte en posant des questions. Euh, t'as, euh, on pense que contre-intuitivement, ça va pas servir à débloquer des choses sur l'aspect très haut niveau process, mais ça va permettre de débloquer complètement toute la friction bas niveau. Et quand je dis la friction bas niveau, c'est en fait, tu vois, tout ce qui est ressaisie, où en fait, il fallait que je saisisse des informations dans un formulaire. Tout ce qui était, il fallait que je me crée une vue un peu complexe, etc. Ouais. Et ça prend du temps de faire ça. Tout ce qui est, tu vois, remplissage, je sais pas, tu vois, je reçois une facture électronique, tu vois, tout ce qui est petit traitement de texte ou petit traitement de data, ça va résoudre énormément de problèmes et Tout on ce est en qui train prend de du temps, l'introduire un dans. être humain, et qui est chiant à faire et qui peut prendre Exactement. potentiellement du temps et qu'on peut complètement automatiser avec de l'IA, quoi. Exactement. Et donc ça, c'est ce qu'on est en train d'introduire dans Monks. Et donc dans Monks, tu as la partie vraiment process industriel que tu vas pouvoir designer. Et ça, au final, tu as un peu d'IA derrière Hmm. sur la gestion des stocks, sur la planif et tout. Mais c'est pas ce qu'on considère comme d'IA aujourd'hui en termes de ce qu'on appelle les Ouais, LLM, donc c'est ouais, tout je comprends. ChatGPT. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais en revanche, on va introduire tout cet aspect ChatGPT, LLM, j'utilise les mots volontairement pour que les gens comprennent, mais tout cet aspect génération de texte sur des trucs, tu vois, de tâches très automatiques, de répétitives du quotidien.
par exemple, je dis n'importe quoi, parce que c'est le cas par exemple dans HubSpot que je connais bien, généralement un rapport sur la dernière batch de production, ou dis-moi quels sont Ouais, les clients en impayés si on est sur la partie finance. Ça, c'est des discussions qu'on pourra avoir avec son ERP sans ouais, avoir c'est besoin exactement ça. d'aller faire 50 clics pour créer le reporting ou créer le rapport. C'est On intervient exactement ça. directement. Soit tu demandes un rapport à Bonks et c'est un rapport écrit, soit Bonks va comprendre, tu vois, en langage. Ok, Hmm. je veux voir telle vue de données, je veux piloter ma marge brute sur telle famille de produits. Crée-moi la vue. Et en fait, comme on aura interfacé cette partie LLM, langage, modèle de langage avec l'application, bah, tu vas pouvoir générer ta vue en 5 fois ou 10 fois moins de temps que si tu l'avais fait tout seul. Et c'est comme c'est des trucs qui peuvent être très quotidiens au final, bah, ça réduit beaucoup de friction. Alexandre, merci beaucoup pour cette interview. Est-ce que tu as un petit mot de conclusion avant qu'on se quitte? Si on devait retenir une chose de notre échange, ça serait quoi? Le best of breed, je pense que là on est tous les deux bien placés pour dire que l'avenir de l'architecture IT dans l'industrie, c'est de la Mhm. connexion de plusieurs logiciels qui sont spécialisés sur certaines fonctions. Et donc soyez bien attentifs à ça quand vous faites votre choix et votre projet ERP. N'essayez pas d'acheter le mouton à 5 pattes qui fait tout et comme on dit, Ouais, qui fait papa-maman, quoi. c'est ça, c'est le mammouth qui débarque dans votre usine et qui au final a 40% ou 50% de taux de failure. Alexandre, merci beaucoup. Je partagerai le lien, mais vous pouvez chercher banks.fr. C'est quoi l'adresse l'URL de votre site? C'est www.bonks.tech et donc vous pouvez nous Banks.tech. contacter par formulaire ou par LinkedIn. Vous avez mon LinkedIn, n'hésitez pas. Alexandre Barraud sur LinkedIn ou banks.tech et n'hésitez pas à contacter Alexandre. Chers amis, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. La prochaine fois qu'on se voit, on va parler de LinkedIn justement et j'ai invité quelqu'un qui va nous parler, Monishim, qui va nous parler de publicité, de campagne publicitaire, comment on peut exploiter un peu mieux LinkedIn pour aller faire du business quand on est une boîte industrielle. À très vite, chers amis. À plus, Karim, merci.